Bonjour à tous, bienvenue pour ce Parlons Cash saison 1, épisode 5. On est ravis de vous retrouver pour une demi-heure en direct, une demi-heure pendant laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. On va parler marché financier, on va parler trésorerie d'entreprise. Si vous gérez une PME, une TPE, une rubrique qui va vous intéresser. Et on aura le plaisir de recevoir un représentant de JP Morgan Asset Management dans la dernière partie. Tout de suite, un point marché. Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver Jonathan pour faire ce petit tour d'horizon sur les marchés financiers. Ça a secoué pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire, ces dernières séances. Est-ce que, c'est la question que beaucoup de vos clients se posent, beaucoup d'internautes, est-ce qu'on va revivre 2008-2011 ? C'est vrai qu'on a eu depuis mi-septembre en fait, depuis un bon mois, des séances très agitées. On a eu des mouvements de marché très forts, notamment la semaine dernière. Le 15 octobre, on a eu une séance avec une baisse de 3,5% sur le CAC 40. Ça nous a rappelé des mauvaises heures de 2008 ou de 2011. On a senti un vent de panique, on a même perdu 4% pendant une séance, en courte séance, c'est revenu. La séance d'après, on regagnait 3%. Enfin bon, ça secoue pas mal. Voilà, ça secoue pas mal. On voit que la volatilité, qu'un indice de la peur, la volatilité augmente fortement. Donc alors, la question est légitime. Crise 2008-2011, est-ce qu'on revit ce scénario ? Non, je ne crois pas. La crise 2008 et la crise 2011 sont deux crises de nature différente, mais elles ont un point commun, ce sont des crises dites systémiques. Dans les deux cas, on avait un risque d'enchaînement en fait, de la crise que le système saute. En 2011, crise systémique sur la zone euro, et on n'est pas dans ce cas-là. Si on prend par exemple sur les entreprises, en 2008, les entreprises étaient dans une mauvaise situation. Elles avaient une trésorerie qui était très tendue, elles avaient du mal à emprunter. Il faut se rappeler que, par exemple, les entreprises, des beaux noms comme Accor, Vodafone, Volkswagen, empruntaient à 7, 8, 9% en 2008. Aujourd'hui, les entreprises empruntent sur des taux beaucoup plus bas. Elles ne sont pas aussi tendues, elles ont un bilan qui est beaucoup plus sain. Donc des entreprises saines. Des entreprises saines aujourd'hui. Autre fondamental, les banques. En 2008, les banques étaient dans une situation extrêmement tendue, on avait tous peur et les marchés financiers avaient peur que chaque jour, une banque annonce son dépôt de bilan. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas-là non plus. Les banques ont fait des efforts d'assainissement des bilans, la réglementation a beaucoup évolué et est plus restrictive en fait sur leur bilan, ce qui fait que… On a eu encore une alerte au Portugal, il n'y a pas longtemps, Espírito Santo, et vous vous dites c'est pas forcément à l'échelle du problème tout bancaire à fait. européen. C'est un cas isolé en fait qui a été lié notamment à l'actionnaire du BES, du Banco Espírito Santo, et non pas à la banque elle-même. Donc c'est un cas isolé, ce qui n'est pas le même cas de figure. Donc les entreprises sont plus saines, les banques vont mieux. Les États aussi. En 2011, c'était une crise des dettes souveraines européennes. Et ils continuent de s'endetter, ces États. Les dettes sont toujours très importantes, voire même plus importantes encore qu'en 2011. Elles ont continué à progresser dans tous les pays européens, c'est vrai. Mais il y a une grande différence. C'est qu'on a un énorme parapluie qui s'est ouvert en 2012, à l'été 2012. Ce parapluie s'appelle la BCE, la Banque Centrale Européenne. Merci Mario Draghi. Alors donc, si je vous suis, il n'y a pas de risque systémique aussi traumatisant qu'en 2008, voire 2011. Alors pourquoi ça baisse comme ça ? Pourquoi ça baisse ? Parce que les marchés financiers sont inquiets cette fois-ci sur la croissance mondiale, sur le niveau de la croissance mondiale. Là, c'est le FMI qui a tiré la sonnette d'alarme. Exactement. Le FMI a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour cette année, puis surtout pour 2015. Maintenant, le FMI prévoit 3,3% de croissance en 2015. C'est un peu plus bas que ce qu'il prévoyait auparavant. Et l'Allemagne est touchée aussi par ses prévisions revues à la baisse. Elle-même, le gouvernement allemand a décidé de revoir ses prévisions à la baisse. Et ça, c'est aussi un signe d'inquiétude pour les investisseurs, parce que l'Allemagne, traditionnellement, c'est la locomotive de la zone euro. Exactement. Jusqu'à présent, la morosité était surtout dans les pays périphériques de la zone euro, l'Espagne, les pays du Sud, l'Italie, le Portugal, l'Irlande. Là, on voit que les cartes ont été rebattues. C'est surtout le cœur de la zone euro, avec l'Allemagne, où il y a une inquiétude. L'Espagne va pas si mal que ça, d'ailleurs. L'Irlande va pas si mal que ça non plus. Donc ça vous inquiète pas, en fait, que l'Allemagne soit touchée, que les prévisions mondiales de croissance soient revues à la baisse ? Non, ça nous paraît, ça ne nous inquiète pas tant que ça. Ça nous paraît, la correction de marché nous paraît
paraît exagéré par rapport à ces inquiétudes qui existent, mais qui ne sont pas aussi fortes que ce que les marchés disent. Il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. D'abord, on a une baisse de l'euro qui va aider toutes les entreprises de la zone euro. Là, on va le voir d'ailleurs dans les résultats que les entreprises commencent à publier pour le troisième trimestre. Qui exportent, notamment celles qui exportent, de vendre mieux, plus facilement. Elles vont pouvoir regagner des parts de marché ou augmenter leur marge. La baisse de l'euro, c'est un impact significatif sur la croissance que certains évaluent à 0,3, 0,4% de croissance supplémentaire. Il y a le pétrole, on en avait parlé déjà un petit peu la dernière fois, mais il a continué à baisser. Oui, on se rapproche des 80 $ le baril. Hein. On est un petit peu au-dessus, à 85 $, alors qu'on était à 115 $. Alors que ce soit pour la zone euro ou pour les États-Unis, c'est un gain de pouvoir d'achat énorme. Aux États-Unis, on a chiffré à 100 milliards de dollars le gain de pouvoir d'achat sur une année lié à cette baisse du pétrole. Alors, les États-Unis ont le gaz de schiste, hein, mais c'est aussi ça qui fait baisser le prix mondial. Hein. C'est ce qui fait baisser aussi le prix mondial, et donc ça va avoir un impact très positif sur la croissance de la zone euro. Et puis, il y a les taux aussi, la BCE qui agit depuis le mois de juin pour faire baisser le taux d'intérêt et l'euro. Et le danger de déflation hein, qui fait que les taux restent très très bas. Les taux restent très bas et donc ils risquent de rester bas encore très longtemps. Un euro plus faible, des taux plus bas, un pétrole qui baisse, c'est ça qui vous dit qu'il y a un coussin, un amortisseur possible? Il y a un amortisseur important pour la croissance dans la zone euro, donc on pense qu'il y a peu de chances pour qu'on tombe en récession. Ce n'est pas d'ailleurs les prévisions du FMI, hein, puisqu'il prévoit encore un peu plus d'1% de croissance dans la zone euro en 2015. Alors, malgré tout, c'est bien d'avoir raison, mais si on a raison seul contre le marché, on ne gagne pas. Comment est-ce que vous voyez la suite? Alors, malgré tout, on voit quand même pourquoi on a chuté la semaine dernière et le mois dernier, parce qu'il y a eu des inquiétudes. Et pour que les inquiétudes s'arrêtent, il faut qu'il y ait un catalyseur pour que les marchés remontent. C'est quoi un catalyseur? Un catalyseur, c'est un événement qui peut faire redonner confiance en fait au marché. On voit que le marché n'avait plus confiance et c'est ça qui a provoqué la chute. Et la chute a probablement été exagérée, comme je disais. Ça pourrait être quoi ce catalyseur? Alors, ces catalyseurs, je pense qu'il y en a deux qu'on peut attendre. Le premier catalyseur, c'est celui de la Banque centrale européenne. Elle a déçu lors de sa dernière réunion de politique monétaire début octobre. Il faut que dans les prochaines semaines, elle soit plus précise dans sa politique monétaire, qu'elle annonce plus concrètement les montants qu'elle va mettre sur la table. Aujourd'hui, on voit les marchés sont très positifs parce que des rumeurs d'annonces supplémentaires de la BCE. Donc ça, c'est un catalyseur qui marche bien et la BCE n'a pas tout dit. Elle en a sous le pied, en fait, la BCE. D'accord. Deuxième catalyseur, c'est du côté des politiques. On voit qu'il y a différents éléments qui nous permettent d'être positifs dans les prochaines semaines ou les prochains mois. La commission Juncker qui arrive début novembre. Juncker a été élu sur la base d'un plan d'investissement de 300 milliards. Un plan Marshall, le plan Juncker. Plan Marshall, effectivement, plan d'investissement. Donc il faut que les pays se mettent d'accord autour de ça. Il y a des discussions entre la France et l'Allemagne, notamment hier, lundi 20 octobre. Donc, en fait, il faut attendre ces signaux de plan de politique plus claire de la BCE ou de plan Marshall européen, de plan Juncker, pour que les marchés repartent. Exactement, pour redonner confiance au marché, pour que effectivement les marchés repartent dans un second temps. Alors, comment on joue ça? Comment on joue cette reprise si elle se présente? Alors, comment on joue cette reprise? Alors, il y a un véhicule qui nous semble très intéressant pour jouer ce retournement de marché. On a parlé la dernière fois des produits structurés. Oui. On rappelle d'un mot pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, même s'ils peuvent le revoir. Exactement. Des produits structurés sont des produits financiers qui investissent sur un indice action, par exemple le CAC 40, l'Eurostoxx, ou sur un panier de valeurs actions qui offrent un certain rendement prédéfini que vous avez si le scénario positif se passe bien. Et à l'inverse, il vous prémunit dans une certaine mesure, il vous protège partiellement contre une baisse éventuelle des indices ou des actions. Donc regardez les produits structurés. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur le marché secondaire, c'est-à-dire qu'on attend l'émission du produit structuré et dans la plupart des cas, en tout cas c'est le cas chez bienprévoir.fr, on peut acheter sur le marché secondaire des produits structurés qui ont déjà été émis il y a quelques mois. Et donc comme souvent sur le marché de l'occasion, ça coûte un peu moins cher que le neuf, surtout quand il y a une baisse des marchés et on peut en profiter doublement. Il faut regarder parce que s'il y a une baisse des marchés, ça veut dire aussi qu'il y a une baisse de la protection, donc il y a un risque qui est un peu plus fort, mais en contrepartie, il y a un rendement potentiel qui est plus élevé. Et c'est ça qui nous paraît intéressant à jouer aujourd'hui. C'est très clair. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces explications. On va tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission. Et là, on va s'intéresser à la trésorerie de vos entreprises.
Alors, Vincent, bonjour. Bonjour Thomas. On se retrouve, on va parler ensemble de trésorerie d'entreprise, une rubrique qui va concerner plus particulièrement les chefs d'entreprise, PME ou TPE. C'est quoi la bonne taille pour commencer à s'intéresser à la gestion dynamique de son entreprise? Aujourd'hui, je pense que n'importe quel chef d'entreprise, qu'il ait 2 salariés, 10 salariés, voire 50 salariés, peut se poser des questions en termes d'optimisation de ses excédents de trésorerie. On verra d'ailleurs plus tard que la situation de trésorerie des PME françaises, surtout exportatrices, sont très bonnes. Et à partir de quel montant surtout on peut... Des 10 000 €, on peut investir sur des produits qui vont... De chercher un placement pour 10 000 €? Ça vaut vraiment le coup lorsqu'on voit les solutions que proposent les banques aujourd'hui. Oui, tout à fait. Maintenant, je pense qu'à Parce qu'actuellement, une banque vous propose 300 € pour un placement de 100 000 € immobilisé. Il faut avoir en tête, notre expérience nous montre que la plupart des chefs d'entreprise qui ont des excédents de trésorerie réguliers ne font rien de cette trésorerie-là. Donc autant investir cette trésorerie-là, même si c'est pour des petits montants progressifs, pour, en fin de compte, en fin d'année, obtenir un rendement global supplémentaire. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête alors, quand on est chef d'entreprise et qu'on veut piloter intelligemment sa trésorerie? Première chose à vérifier, c'est qu'est-ce que les statuts de mon entreprise me permettent de faire. La trésorerie d'entreprise n'est pas là pour être spéculée sur les marchés. Donc d'abord, c'est vérifier ce que les statuts me permettent de faire, ce que mes associés et moi-même nous autorisons à faire en termes de trésorerie d'entreprise. Après, il faut vérifier aussi si les statuts, la réglementation de l'entreprise dans laquelle on évolue autorise de placer ces excédents. Et si on n'a rien de prévu dans les statuts, c'est quoi la règle commune? Deuxième chose, c'est de se dire en fait de faire une sorte de plan de trésorerie adapté à son plan stratégique. C'est de se poser des questions sans trop formaliser les choses. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'année qui vient? J'ai X milliers d'euros, j'ai 100 000 €. Est-ce que je pense racheter un concurrent? Est-ce que je pense investir? Est-ce que je pense acheter une machine? Si tout ça est mis de côté, si on a mis de côté ce qu'il faut pour faire ces investissements-là, ensuite il reste une partie de sa trésorerie. Et ça, c'est la partie qui nous intéresse. Alors vous avez fait votre devoir, hein, vous avez étudié le paysage français. Comment est-ce que se comportent les chefs d'entreprise avec leur trésorerie en général? Généralement, ils se comportent mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une étude, il y a un baromètre Euler-Hermès qui est sorti en fin d'année 2013 qui prouvait que 30% des chefs d'entreprise avaient placé leur trésorerie d'entreprise sur le compte à vue, c'est-à-dire qu'ils ne rapportent rien. Donc ça, c'est vraiment une perte directe, c'est un coût d'opportunité important. Mais c'est une vraie erreur ou pas vraiment, parce que le chef d'entreprise se dit, bon, ok, ça ne me rapporte peut-être pas grand-chose, mais si je gagne 0,3% finalement par rapport à la disponibilité que ça offre. On va voir tout à l'heure qu'on peut, en suivant nos préconisations, là où la banque classique en France propose du 1% maximum aujourd'hui, on peut doubler ce taux-là. Si on double ce taux-là et qu'on a, par exemple, ce qui nous arrive assez souvent de voir des entreprises qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros, voire 1 million d'euros, on peut très vite se rendre compte que ça... On va prendre l'exemple tout de suite. Hein. Il y a un tableau, on va voir un tableau que vous nous avez apporté. Donc, si on fait une simulation, imaginons donc un cas d'école, une entreprise qui a 1 million d'euros de trésorerie, c'est ça? Tout à fait. Alors, qui va voir son banquier. Elle va voir son banquier, il lui propose quoi? Il lui propose maximum 1%. Voilà. 1% maximum, c'est ce qu'on trouve actuellement. Ça, c'est vraiment énorme. Hein, voilà, 1%, et encore, il faut avoir challengé son banquier. Voilà, il faut challenger son banquier, il faut lui avoir expliqué qu'on allait voir la concurrence. Donc, il va vous sortir du 1% actuellement. Et en plus... sur des produits pas très créatifs, parce que c'est vraiment pas le sujet que les grandes banques aiment travailler. Elles manquent de créativité sur ce plan-là. Donc 1%, c'est ce qu'on trouve au maximum aujourd'hui. Si vraiment on fait preuve d'engagement à très long terme, on peut maximiser ce taux-là peut-être à 1,25. Et donc 2,5, ça c'est votre solution, on va la découvrir après. Ouais. Et donc on voit le delta, hein, 15 000 €, puisque 2,5 forcément ça rapporte 25. Et 25 moins 10, ça fait 15 000 de gains. On voit en effet sur une trésorerie d'1 million que ce n'est pas négligeable. Alors comment on fait pour toucher du 2,5? En fait, c'est ça la vraie question. Alors en fait, lorsqu'on a fait le tour du marché, on se rend compte qu'il y a différentes solutions que les banques n'offrent pas. Par exemple, en compte à terme, qui est le produit classique des banques, si on va un peu changer le marché aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a quelques acteurs qui sont prêts, qui sont des acteurs qui ont pignon sur rue, comme GE Money Bank, la filiale de General Electric, la filiale bancaire. C'est pas un inconnu, c'est pas une obscure boutique. Et qui offre généralement du crédit, et pour financer ces crédits, lève de l'épargne auprès des épargnants français, et elle a notamment une offre qui est destinée aux entreprises. Et là, par exemple, sur du 36 mois, on va réussir à monter à 2,1%, et sur du 24 mois, à 1,8%. Donc c'est de l'épargne sponsorisée, hein. Ils arrivent à battre les taux du marché parce qu'ils rajoutent une petite couche eux-mêmes qui rentabilisent autrement, et pour
booster finalement et dynamiser ces comptes à terme. Exactement. L'intérêt de ce type de compte à terme par rapport à l'offre classique bancaire, là aussi il y a de la créativité, c'est qu'en fait généralement compte à terme, pas de définition, ça veut dire qu'on doit attendre le bout, l'échéance du produit pour sortir. Et si on sort avant, voilà, on est bloqué. Si on sort avant, on n'a pas le rendement attendu. Alors là, dans ce cas-là, on a la possibilité de sortir de façon anticipée. On n'aura certes pas les 2,1 ou les 1,8%, mais on aura un rendement supérieur à ce que proposent les banques. Donc là, quand on se met à la place du chef d'entreprise qui veut éventuellement, qui voit une opération d'acquisition se profiler alors qu'il n'avait pas prévu quelques mois auparavant, il a la possibilité, malgré tout, après avoir investi sur ses comptes à terme, de retirer ses fonds de façon sans perdre trop d'argent. Alors, c'est le conseil qu'on donne à nos amis chefs d'entreprise. Si vous en avez le temps et puis les moyens, surtout, faites le tour du marché. C'est un petit peu comme sur le marché des banques en ligne, avec des opérations finalement de promotion, avec des comptes rémunérés de façon survitaminée. Il y a la même chose pour le chef d'entreprise. Tout à fait. Après, il y a toute une partie de la créativité financière qui nous paraît intéressant d'aller un petit peu creuser. Par exemple, sur les marchés obligataires, actuellement, on a des signatures comme Raiffeisen, qui est une banque autrichienne, qui permet d'avoir sur 3 ans 2,8% de rendement net et sur 4 ans 3,1%. Là aussi, on achète d'une certaine manière une signature qui est fiable de notre point de vue. En fait, c'est compliqué pour un chef d'entreprise de se dire est-ce que je vais aller mettre mon argent dans une banque autrichienne que je ne connais pas vraiment? Ce n'est pas dans une banque autrichienne, mais c'est sur une signature autrichienne. L'argent sera, entre guillemets, hébergé en France, mais on achète la signature qui est Raiffeisen, une banque autrichienne solide. Ça, c'est par exemple des choses intéressantes. Maintenant, il y a quelques jours, on avait regardé aussi ce qu'il y avait avant la crise, en tout cas. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore plus d'opportunités qui peuvent se profiler. Sur Goodyear, par exemple, une autre signature, là, on peut dépasser les taux que j'évoquais à l'instant. Alors, on a des questions qui arrivent. Est-ce qu'on peut placer sa trésorerie dans le private equity? Alors oui, mais avec 100% de risque, donc le private equity. 100% de blocage. Mais ce n'est pas du tout adapté à la trésorerie d'entreprise. Donc c'est une question de Baptiste. On lui conseille plutôt de regarder d'autres placements si c'est la trésorerie. Ça, c'est plus des capitaux long terme. En général, le chef d'entreprise, il va investir ses fonds personnels dans le private equity et l'entreprise n'est pas là pour faire du private equity, sauf si elle a un engagement stratégique derrière. Autre question d'Aurélien. Bonjour, le groupe Le Conservateur m'a proposé pour une partie de ma trésorerie d'entreprise hors besoin en fonds de roulement un placement sur 18-24 mois en alliant obligations et actions afin d'atteindre un objectif de 3% de rendement par an. Qu'en pensez-vous? Alors là, c'est intéressant, mais l'objectif de rendement n'est pas assis. Et on ne connaît pas le rendement au moment où on va investir. Donc la première, 3% sûr, c'est ça que vous dites. 3% sûr. Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est en termes de trésorerie d'entreprise, il faut toujours se poser la question quelles sont les conditions de sortie anticipées. Et généralement, il y a des sanctions au retrait anticipé. Donc ça, c'est l'autre point qu'il faudra regarder. Un mot de conclusion, Vincent. Cette question de trésorerie, elle est sensible pour le patron de PME. Oui, économiser 15 000 € ou dégager 15 000 € de plus aujourd'hui dans une PME, ça permet de financer 2 contrats d'apprentissage supplémentaires, ça permet de recruter, d'investir. Donc oui, c'est sensible dans le contexte actuel, surtout lorsqu'on sait que cet argent généralement ne produit rien, ne produit pas de fruits positifs. Et donc y compris dans une dimension patrimoniale, parce que la trésorerie d'entreprise, c'est l'actif parfois du chef d'entreprise. Effectivement, notre expérience montre que généralement, lorsque le chef d'entreprise se pose des questions en termes d'optimisation de sa trésorerie, ce sont les mêmes interlocuteurs qui, derrière, vont lui permettre d'optimiser sa propre situation légale, sa situation juridique. Éventuellement, le chef d'entreprise va se poser des questions de transmission, de cession, et généralement, c'est le même interlocuteur. Donc, on peut faire d'une pierre deux coups et regarder l'optimisation de sa trésorerie et le conseiller sur sa partie plutôt civile. Eh bien, merci Vincent pour toutes ces explications très claires. On se retrouve dans un mois pour une autre rubrique. Tout à fait. On va passer tout de suite à la troisième partie de cette émission, l'invité qui parle cash. Alors, on accueille un autre Vincent, en l'occurrence Vincent Juvins. Bonjour. Bonjour. Vous nous arrivez de Belgique, JP Morgan Asset Management. Vous êtes un stratégiste. Qu'est-ce que c'est un stratégiste ? Eh bien, on gère chez JP Morgan un certain nombre de fonds de SICAV diversifiés, des fonds d'investissement qui investissent autant en actions qu'en obligations. Et voilà, une équipe composée de stratégistes avec des profils divers se charge d'orienter, de piloter la stratégie d'investissement, de privilégier tantôt les actions par rapport aux obligations et au sein de ces poches d'aller allouer en fonction d'un certain nombre de régions, un certain nombre de thématiques. C'est ce qu'on appelle l'allocation d'actifs aussi. Voilà, en effet. En d'autres termes. Alors, on va s'intéresser avec vous, Vincent, si vous le voulez bien, aux marchés émergents. Vous êtes ici pour nous pitcher un peu ce
placement et cette zone géographique qui a été très à la mode, puis qui est un peu retombée de mode parce que elle a aussi connu ses problèmes. Qu'est-ce qu'on appelle pour vous, pour JP Morgan Asset Management, les marchés émergents? C'est assez hétéroclite comme paysage souvent. Il y a plusieurs manières de les définir, mais ce que j'aurais peut-être envie, moi, de mettre sur quoi je mettrais l'accent, aujourd'hui, on voit que des pays émergents comme la Chine, aujourd'hui, représentent en termes de PIB, je dirais presque autant que les États-Unis, voire davantage. Donc il est parfois difficile de parler de pays émergents lorsqu'on les évalue à la taille de leur PIB, mais lorsqu'on rapporte ce PIB au nombre d'habitants, on voit qu'on est encore très loin des standards des pays développés tels que les nôtres. Donc c'est ça le bon critère, c'est le ratio PIB par habitant. Voilà, je pense que ça, c'est un des critères pour moi plus important. Et ça veut dire qu'il y a un potentiel de rattrapage, en fait. Il y a évidemment un potentiel de rattrapage dans les prochaines années, donc ça c'est certain. D'où l'émergence. D'où l'émergence, et c'est notamment cette croissance qu'on essaye de capter, nous, stratégistes, dans des portefeuilles d'investissement et sur lesquels on alerte, je dirais, les investisseurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'effet de mode, mais au-delà de l'effet de mode, je pense qu'il y a un intérêt structurel à avoir une exposition aux marchés émergents. Un investisseur traditionnel, particulier, vous le recommanderiez d'investir quel montant, quel pourcentage finalement de son portefeuille dans les émergents? Vous savez, quand on est investisseur, on essaye toujours de gérer, je pense, son argent en bon père de famille et donc dès lors de répliquer une certaine réalité économique. Aujourd'hui, la réalité économique mondiale, elle est la suivante. 40%, voire davantage de l'économie mondiale est aujourd'hui émergente. D'avoir 40% d'émergence dans son portefeuille. Très peu, la plupart des indices d'ailleurs, donc une faible exposition émergente. Mais ça serait la logique d'aller jusqu'à 40%. Je pense qu'in fine, il faudrait converger lentement, mais sûrement vers ce genre de niveau, ou à tout le moins, je dirais être en phase avec le poids des émergents dans les indices, notamment d'actions, et dans un indice comme le MSCI World par exemple, nous avons 11% d'émergents, qui aujourd'hui a 11% d'émergence au portefeuille. Donc ce serait déjà pour moi le premier exercice, c'est d'arriver à un niveau neutre par rapport aux indices et demain d'essayer de répliquer davantage cette réalité économique. Faire émerger les émergents dans son portefeuille. Alors on parlait de la Chine qui a ralenti dans les chiffres, ces chiffres de croissance, alors qui font rêver ici en Europe, mais qui était un petit signal d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette croissance du PIB de 7,3%? Mais quelque part, il est rassurant que la Chine, finalement, prenne les mesures pour assurer davantage la pérennité de sa croissance que là, je dirais, la vitesse à tout prix. Donc c'est aujourd'hui privilégier la qualité de la croissance. Finalement, on peut utiliser la métaphore, se dire, OK, si on est sur le périphérique parisien, est-ce qu'on ira plus loin en roulant à 90 qu'à 200 ? Eh bien, je pense objectivement qu'on ira plus loin à 90. C'est 70 à la limite, pour ceux qui nous regardent aussi. Vous ne prenez pas de risque de perdre vos points non plus. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui... La métaphore est celle-là. Ouais. Voilà, dans ce qui était important pour la Chine aujourd'hui, c'est de se dire, OK, croître à 10% par an, eh bien, ça va au détriment de l'environnement, ça va au détriment, ça crée des désordres sociaux que la Chine ne peut pas se permettre. Et aujourd'hui, elle prend les mesures, elle prend les réformes structurelles pour, je dirais, assurer la pérennité de cette croissance. Et là, en tant qu'investisseur long terme, eh bien, j'ai envie de parier sur un pays comme la Chine. Pourquoi c'est intéressant d'investir dans les émergents, puis vous nous direz peut-être lesquels vous préférez en ce moment, aujourd'hui? Mais tout d'abord, en termes de diversification, je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs occidentaux et européens souffrent d'un ce qu'on appelle un biais domestique. Donc, la part France ou Europe dans nos portefeuilles est surreprésentée. Alors, je pense qu'il y a des raisons d'espérer que l'Europe aille mieux demain, mais enfin, on sent que ce n'est pas non plus le nouvel Eldorado économique. Donc il est important, je dirais, en termes de diversification, d'avoir cette poche émergente qui permet de capter des réalités qui sont différentes de chez nous, notamment en termes de dynamique de croissance, de perspectives bénéficiaires des entreprises, et notamment en termes de dette, de ce que la dette peut rapporter par rapport à ce qu'on peut voir dans les pays développés. Et alors lesquels pays ont vos préférences actuellement? Alors actuellement, l'Asie se démarque, notamment par les réformes structurelles qu'elle engage, notamment par ses perspectives de croissance, notamment parce qu'elle souffre moins de la baisse du prix des matières premières, qui est à mettre, je dirais, notamment à l'actif, ce qu'on peut voir sur les marchés pétroliers. On a pu l'évoquer il y a quelques instants, notamment le gaz de schiste et le pétrole de schiste qui aux États-Unis vient en tout cas déprimer en tout cas les prix des matières premières. On voit que la Chine aussi réoriente sa politique de croissance et est moins gourmande en matière de premières. Donc ça veut dire que des zones comme l'Amérique latine souffrent assez fort aujourd'hui de la baisse sensible du prix des matières. Et au sein de l'Asie, quel pays plus précisément? La Chine, l'Inde ont tous deux nos préférences. Maintenant, attention, évidemment, comme toute chose, dès lors qu'il y a des développements positifs, ces actifs se renchérissent. On est par exemple assez positif sur l'Inde, mais d'un point de vue économique, mais d'un point de vue investissement. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la bourse indienne est très chère. Donc il y a une question de timing. Et alors justement, en termes de classe d'actifs, c'est aussi votre spécialité, plutôt actions, plutôt obligations sur ces pays, comment est-ce qu'on y va?
Aujourd'hui, je pense que, comme en toute chose, une approche diversifiée se justifie. Il existe aujourd'hui des structures que nous distribuons, par exemple, qui permettent d'avoir une approche diversifiée des marchés émergents, qui permettent d'exposer tant aux actions qu'aux obligations. Il y a une préférence actuellement, dans une période où les taux pourraient remonter, est-ce qu'il faut plutôt aller sur les actions Aujourd'hui, j'ai peut-être, à l'heure actuelle, une petite préférence pour l'obligataire émergent, dans la mesure où on est confronté, en zone euro comme aux États-Unis, à un environnement de taux très bas. Or, les taux dans les pays émergents sont relativement élevés. On peut parler d'une fourchette de 5 à 8% selon les signatures, les ratings des émetteurs. Et là, c'est évidemment très intéressant. Ça nous protège d'une hausse de taux éventuelle. Et quelque part, ça nous ménage un rendement confortable. Bon, merci Vincent. Jonathan, vous êtes revenu nous voir parce que ça donne faim, ça donne envie, c'est bien vendu. Après, quand on est à Paris et qu'on se dit, voilà, moi j'aimerais bien avoir des obligations indiennes, comment je fais concrètement ? C'est compliqué en fait, quand on est à Paris, d'investir sur les marchés émergents et de le faire en direct sur des actifs, sur des actions où Vincent a parlé d'obligations. Acheter une obligation en direct, c'est compliqué. Déjà même une obligation parisienne, c'est pas facile. Alors une obligation indienne… C'est encore plus compliqué. Donc nous, on suggère de le faire au travers de fonds. Il y a différents fonds qui existent. Il y a des fonds émergents, il y a des fonds émergents actions, il y a des fonds émergents obligataires, il y a des fonds émergents diversifiés. On le voit, c'est compliqué en fait de choisir soi-même. Est-ce qu'il vaut mieux être aujourd'hui sur les actions ou sur les obligations ? Même si Vincent nous dit qu'il a un biais aujourd'hui plutôt en faveur des obligations, ça peut changer très vite. C'est un marché très volatile et il peut très bien nous dire dans 2 mois qu'il est plutôt sur les actions. C'est pour ça que du coup… nous voir pour nous le dire. Du coup, on privilégie les fonds diversifiés. Et c'est le gérant qui va choisir est-ce qu'il vaut mieux être sur les actions ou sur les obligations. C'est lui qui va piloter finalement ces arbitrages, ces allocations d'actifs, des gens comme Vincent finalement qui disent c'est le moment de basculer de l'un vers l'autre. Exactement, c'est tout le métier de Vincent, je crois justement, de choisir le meilleur placement entre les différentes classes d'actifs. Donc au sein de la gamme de JP Morgan Asset Management, il y a un fonds qui s'appelle JP Morgan Total Emerging Market Income qui permet de jouer les marchés émergents de manière diversifiée. C'est le gérant de ce fonds-là, sur la base des travaux de Vincent justement, qui va choisir quel actif, quelle classe d'actifs et ensuite au sein de chaque classe d'actifs, quel actif il va jouer. Bon, c'est très clair. Merci à tous les deux pour ces explications. Merci à vous tous pour votre assiduité, vos questions. On se retrouve dans un mois pour refaire un nouvel épisode de Parlons Cash.